Donc je vais tâcher d'être assez court dans mon discours. Vous avez compris le principe de la chose, de la loi 61-48. On veut épargner de l'argent aux dépens de certaines catégories de salariés, respectivement de familles à revenus modérés. C'est important peut-être aussi de le rappeler. Les premiers lésés sont les travailleurs frontaliers. C'est vrai, et pour des raisons facilement compréhensibles. Ils ne sont pas électeurs chez nous. D'où l'idée de faire quelque chose dans la grande région où ils sont électeurs. Les deuxièmes lésés, et ça c'est important de le rappeler, les résidents, les familles résidentes à revenus assez modérés. Là, vous verrez, quand vous analysez le détail de la réforme, que les familles qui ont des revenus moins élevés sont perdantes dans la réforme qui a été faite, ce qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on parle toujours de sélectivité sociale, il ne faut pas donner aux gens qui en ont déjà assez. Ici, on a fait le contraire. On donne plus aux familles aisées. Pour la simple raison, c'est un problème assez simplement, qu'on peut expliquer assez simplement, c'est-à-dire que avant, les familles à petits revenus avaient la possibilité de demander des prêts, certainement remboursables, néanmoins ils avaient cette possibilité-là, ils avaient droit à des prêts non remboursables, et ces prêts s'orientaient aux revenus de la famille. Or, ce n'est plus le cas. Maintenant, tout le monde a la même chose. Donc, les familles aisées ont pourcentage en plus que les familles qui ont moins de revenus. En plus, on a introduit quelque chose qui est complètement absurde avec cette nouvelle loi. On considère l'étudiant comme un adulte indépendant. Je ne dis pas que l'étudiant n'est pas un adulte indépendant, mais sur un plan économique. C'est-à-dire qu'on fait abstraction de son contexte familial. On dit, voilà, l'étudiant, lui, jeune adulte, hop, il va à l'université, chacun a droit à la même chose. Et on fait semblant comme si ça ne jouerait aucun rôle. Si c'est un étudiant qui vient d'une famille ouvrière, si c'est un étudiant qui vient d'une famille qui a des ressources énormes, non, c'est la même chose. Et en plus, on lui dit, et là, on augmente encore l'absurdité, on lui dit, on considère les revenus de l'étudiant et on ne considère plus les revenus de la famille, du contexte familial. Donc si l'étudiant il fait des efforts supplémentaires pour travailler, pour augmenter un peu, parce que vous imaginez, même si 10 000 ou 12 000 euros par année, c'est une somme d'argent assez considérable, mais si vous devez vivre de ça, payer tous vos frais d'inscription, etc., c'est quand même assez juste. Donc si l'étudiant prend la décision d'aller travailler, on prend en compte ses revenus et on déduit donc une partie de l'aide des revenus qu'il a su acquérir. Donc on dit finalement on favorise les riches, ceux qui n'ont pas besoin de travailler, on leur donne l'intégralité de la bourse. Ceux qui ont besoin de travailler, on leur déduit une partie. Donc là, c'est complètement farfelu. Et la troisième catégorie de travailleurs lésés par cette réforme, ce sont les travailleurs immigrés. Travaillant au Luxembourg, il y a pas mal de gens, des travailleurs immigrés qui vivent où il y a l'homme qui vit au Luxembourg, où il y a la famille qui est au Portugal, en Italie, peu importe, où les enfants donc n'ont pas résidence au Luxembourg, eux aussi, ils sont perdants parce qu'ils sont dans la même situation qu'un travailleur frontalier. Alors, c'est vrai, en plus, s'y ajoute que quand je prends la communauté, par exemple, la communauté portugaise au Luxembourg, qui est composée de 80 000 personnes, ce ne sont pas les mieux lotis financièrement, donc ils sont visés deux fois. Soit ils ont leurs enfants au Portugal, ils touchent rien, soit ils ont leurs enfants au Luxembourg et ils n'ont plus la même chose qu'ils avaient avant la réforme. Donc on voit, c'est quelque chose qui est complètement absurde, qui a été mis sur pied là, à la va-vite, juste avant les vacances d'été, fin de juillet, qui empêchait évidemment à ce moment-là une réaction immédiate du monde syndical, puisque ce n'était pas possible de faire, on aurait pu faire une manif le 2 août ou le 3 août, mais c'était sûr qu'il fallait attendre la rentrée. On a attendu la rentrée et on a prévu notre manifestation donc le premier jour après la rentrée, vraiment aussi
tôt que possible, mais aussi loin que nécessaire. On a fait plusieurs choses. Au plan national, donc, il y a cette manifestation qui ne sera pas le fin mot de la chose. Si jamais on n'arrive pas à avancer avec cette manifestation, il faudra réfléchir sur d'autres actions et activités qu'on entame. On ne va pas s'arrêter là. On a lancé une pétition. On a lancé une pétition donc aussi pendant le mois d'été. Je peux vous dire que le nombre de signatures qu'on a recueillies jusqu'à maintenant, ça dépasse de loin les 10 000. Et on va, puisque la demande est toujours grande et puisqu'il est difficile de lancer quelque chose comme une pétition pendant le mois d'août, on va continuer au-delà du 10 septembre, tel que c'est annoncé sur la pétition, et on va remettre cette pétition-là au Premier ministre après le 16 septembre. Il va falloir choisir une date, mais on va donc faire perdurer plus longtemps la pétition, plus longtemps que prévu. En plus, on a fait un avis juridique et déposé une plainte auprès de la Commission européenne qui reprend notre argumentation. Je crois que Philippe l'a dit, on est d'avis que juridiquement, la loi est complètement à côté de la plaque. On a pris une prestation familiale, on l'a appelée différemment, on paye la même chose aux résidents qu'avant et on refuse de le payer aux non-résidents. Donc c'est très clair. Et là, normalement, tous les juristes devraient voir ça, que cette bourse d'étudiants n'est pas une bourse d'étudiants, qui serait une prestation qui n'est pas exportable, mais tout simplement la continuation des prestations familiales telles qu'elles existaient avant. Et puis, de toute façon, elle est allouée à tout le monde, sans exception, donc c'est une prestation universelle. On se base sur cette idée-là. Je ne vais pas aller dans le détail sur 2 réglementations européennes différentes qui nous donnent, d'après nous, raison. En outre, il y a un arrêt assez intéressant néerlandais qui va dans la même direction que notre argumentation, où la chose a déjà échoué une fois, parce qu'on n'est pas les premiers à essayer ce coup-là, mais le gouvernement néerlandais a essayé la même chose il y a quelques années. Mais à côté du volet juridique, il y a le côté moral, évidemment. Dire à des gens qui travaillent depuis des années au Luxembourg, comme ça, du jour au lendemain, et ceux qui sont concernés ont vu les écrits de la caisse à une page. Voilà, on vous dit qu'à partir du 1er octobre, voilà, vous n'avez plus droit à rien. Et vous allez donc perdre des sommes considérables, tel que Philippe vient de le dire. Et sans autre chose, sans autre commentaire, quelque part, c'est une violation d'un contrat social qui existe entre le salarié qui vient travailler au Luxembourg et l'État luxembourgeois. En plus, c'est complètement contraire aux libertés fondamentales, les 4 libertés fondamentales qui existent au Luxembourg. Donc moralement, ce n'est pas tenable. On ne peut pas dire comme ça en cours de route aux gens, mais écoute, tant pis, rappelle tes gosses de l'université, on ne te donne plus de l'argent pour financer cela. Donc c'est intenable. En plus, on a, donc, je parlais du niveau national, je parlais du niveau européen. Qu'est-ce qu'on a fait en outre? On a écrit pas mal de lettres dans la grande région. La démarche d'aujourd'hui s'inscrit un peu dans ces démarches-là qu'on a déjà entreprises. On a écrit à tous les élus, à tous les chefs de gouvernement, à tous les chefs des Land allemands. On a eu des réponses. On a eu une réponse de Lambert, de la Belgique germanophone, qu'on a été voir hier. On a obtenu une réponse de Kurt Beck, donc ministre-président de la Rhénanie-Palatinat, qui va nous recevoir en octobre. On a une réponse de Jean-Pierre Masseret, qui va nous recevoir demain à Metz. Et donc, on a rencontré un certain succès. Suite à cela, on a changé, on s'est dit qu'on va aussi contacter les municipautés. On l'a fait en Belgique, où plusieurs initiatives sont nées suite à nos démarches. On y était beaucoup. Vous avez vu peut-être dans les journaux que les Belges, ça commence à bouger au sein des élus, ce qu'on salue, que c'est fait.
On a fait la même démarche en Allemagne et puis maintenant on l'a fait en France et on continuera à le faire, hein, à essayer de sensibiliser les élus parce que finalement c'est tous ensemble hein, qu'on arrivera à faire, à casser cette loi inhumaine, non sociale et contraire vraiment à tout esprit européen. On va continuer sur cette voie-là, on va renouveler nos initiatives, on va même au-delà du 16 septembre. Il faut pas, Philippe l'a dit, il ne faut pas oublier qu'il y a tout un catalogue d'autorisations qui nous attend. Hein. C'est pas le seul, malheureusement, c'est pas la seule loi négative pour les salariés qui est en route. Hein. Il y a pas mal de choses qui vont venir, l'impôt crise, etc., etc. Et toutes ces propositions gouvernementales sont toujours dans le même esprit. C'est-à-dire que c'est surtout sur le dos des petits et des moyens salaires. Hein. On oublie les salaires élevés et on oublie bien sûr aussi les entreprises sous le sacro-saint. À cause de la sacro-sainte idéologie du néolibéralisme qu'il faut être moins cher que le voisin. Hein. Donc c'est clair. Et la manifestation du 16 est une manifestation à l'occasion familiale qui ne remplacera pas les autres manifestations qui vont venir contre ce paquet global qui est très très négatif pour, donc, comme je disais, pour les salariés au Luxembourg. J'espère que la manifestation sera un succès. Je compte aussi sur la solidarité entre résidents immigrés et frontaliers, parce que sans ça, on n'arrivera pas, on n'avancera pas. Mais je suis assez confiant que cette solidarité-là reste intacte pour cette manifestation-là et pour les manifestations qui vont suivre, jusqu'à, qui sait, on verra. Hein, si le gouvernement veut vraiment aller jusqu'où il a promis de faire, donc ça va aller très très loin. On va attaquer aussi l'adaptation automatique des salaires au coût de la vie, qui est une pierre d'angle au Luxembourg. Hein. Sans cette pierre d'angle, le modèle luxembourgeois n'existe plus. Donc, il faudra continuer la lutte. Pour ceux qui sont venus, je les remercie d'être là. On va continuer nos démarches et souhaitons nous tous de nous revoir le 16 pour une manifestation qui a le succès qu'elle méritera. Une chose, peut-être avant que je l'oublie, continuer aussi à soutenir cette pétition. Elle est extrêmement importante, hein, parce que si on arrive, ne serait-ce avec 10 000 signatures, c'est pas assez. Hein. Il faudra qu'on dépasse de loin ce nombre-là. Il nous faudra des dizaines de milliers de signatures, de résidents et de frontaliers pour vraiment peser avec notre pétition. Donc, un dernier appel, continuons à travailler avec ces pétitions. Elle peut avoir une importance primordiale. Voilà, merci.